le but. Yo yo yo, on est là. Le temps est bon, je me tire un coup, prédit un coup d'état. Gros, j'ai mille et une idées pour faire de ce monde un monde meilleur. Dans tous les cas, ça ne pourra pas être pire que sous Adolphe Fidel Castro ou leur compère aux globes idéaux. Jouer plutôt aux jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 11 des marques. Au programme aujourd'hui, l'actualité du football européen ainsi que nos analyses sur les matchs disputés ce week-end. Avec moi, sans plus tarder évidemment, j'ai nommé 86 kilos sur la balance, etc. Vous connaissez l'histoire. Oui. J'ai nommé le Parisien, il est beau, il a un petit bonnet aujourd'hui, il s'est fait tout beau. Comment ça va, Kevin ? Ça va très bien, merci. Voilà, tout le monde pense que je fais 86 kilos. Bon, vous voyez qu'il y a quand même de la masse, mais bon, quand même 86, ça fait beaucoup. 86 kilos, j'ai pas précisé de muscles, de gras, voilà, tu vois, c'est Oui, dit d'une manière, on oui. comprend que ça se rapproche de Stallone, quoi. Évidemment, merci. Voilà, une petite dédicace au nouveau Creed qui est génial. Voilà, et évidemment, on a son sosie à côté de nous. Voilà, Thomas Bourseau, on le présente plus. Avant de te demander comment tu vas, j'ai juste envie de passer un petit message, voilà, à nos auditeurs. Si l'une d'entre vous aurait envie de passer une bonne soirée le 14 février, histoire qu'il se retrouve pas tout seul avec son iPhone, Avec son ex. ah bon, Ça balance. Non, comment ça va, sans déconner, Thomas. Sans déconner, ça va très bien et vous ? Eh ben, écoute, ça va bien. Arrête de rire s'il te plaît. Contiens-toi. Je rigole pas. Oui. Ah non, j'étais très calme là. Je pensais que t'allais présenter Karl. Ah ben, j'allais venir. ouais. Et avec nous, un homme qui est de retour. Un homme qui a signé son grand comeback, encore mieux que Copé. Un mea culpa signé Karl plutôt que Sarkozy. J'ai nommé le Libanais, j'ai nommé la barbichette la plus aiguisée de l'Ouest. Karl Kling, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, écoute. Chaque semaine, tu me fais de nouvelles présentations, c'est exceptionnel. Ça. Il faut que les gens sachent. Vas-y, viens, moi je vais te présenter. Ah ouais, je suis honoré. Je suis chaud. J'ai nommé le présentateur de l'émission. Le beau, le grand, le barbu, le portugais. Oh là là là, Cristiano Ronaldo, c'est son idole. Il est là, il vous dit bonjour. Bruno, comment ça va ? Ça va bien. Allez, on est parti. Faut pas me chauffer comme ça en début d'émission, tu sais très bien que c'est mauvais. Bon allez les gars, on commence l'émission tout de suite parce qu'on a de quoi raconter avec beaucoup d'actu de football. On va commencer tout de suite avec le Zoom, la première rubrique de l'émission. Alors aujourd'hui, on a opté pour la Serie A avec un joueur qui transforme son équipe. Sans lui, on se demande ce que la Juventus serait. C'est Paolo Dybala qui porte bien le numéro 21, la relève d'une équipe de la Juventus qui avait besoin d'un apport offensif de taille. Voilà, Paolo Dybala qui... D'ailleurs, on a failli prendre Higuaín parce qu'on s'est dit aussi avec Naples, 21 matchs, 21 buts. Dybala, c'est assez similaire. On s'est tout simplement focalisé sur lui parce que c'est une révélation. On savait déjà que ce joueur-là, il allait arriver à la Juventus, il aurait pu faire la différence. Mais là, il est vraiment en train de prouver des choses. Bah oui, évidemment, comme tu l'as dit, il arrive à la Juventus pour prouver. Il a fait 3 très bonnes saisons, enfin surtout la dernière à Palerme, où il était entraîné par le grand Gennaro Gattuso pour les connaisseurs. Le mafieux. Le sécateur du milieu de terrain. Costard beige, chemise entrouverte, grosse chaîne en or et le regard Exactement. d'assassin. Non, comme je disais, il a fait une très bonne 3e saison, ce qui lui a valu son transfert à la Juventus cet été. Là, il est à 11 buts en 19 apparitions, si je ne m'abuse, avec 7 pénaltys. Ce qui est beaucoup quand même, 7 pénaltys sur 11 buts. Mais voilà, c'est un attaquant qui va beaucoup progresser, qui est le futur, comme l'a dit Lionel Messi. Quand Lionel Messi, quand tu veux Ballon d'Or, dit que tu es le futur, d'ailleurs, ce n'est pas rien quand même. Pour citer Dybala, il a dit « Mon rêve, c'est de jouer avec Messi ». Donc, peut-être bientôt. Grand catalan dans l'âme que tu es, ça te fait plaisir ce genre de Bien sûr, mais après, pour la mécène aujourd'hui, je ne vois pas où il peut jouer, quoi. Il a du temps. Ouais, il a du temps. Il a du temps. Donc ouais, c'est pour le futur. Il est là pour le futur et c'est un joueur que j'aime beaucoup regarder. Il a encore marqué ce week-end dans le derby contre la Roma. Voilà, il a sauvé son équipe puisqu'il n'y a eu que 1-0, puisqu'il y a eu que 1 but à 0 dans ce derby. Et c'est un joueur que j'attends de voir dans les prochaines années parce qu'il nous réserve beaucoup de surprises. Ouais, c'est un très bon joueur. D'ailleurs, la Juve reste sur 11 victoires et il n'en est pas pour rien. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que la Juve, depuis qu'ils ont perdu Carlos Tevez, ils ont perdu aussi de nombreux milieux. Ils ont été en difficulté pour effectuer cette transition en fait entre l'année dernière et cette année. Et ce que je voulais dire, c'est que Dybala, il apporte vraiment, il apporte pas forcément du poids dans l'attaque de la Juve parce qu'il est petit, mais il est technique. Mais sa façon d'être efficace, sa façon de jouer au foot, en fait, ça rend fluide le jeu de la Juve. Et je trouve que son association avec Pogba qui joue plus haut cette année est vraiment très intéressante,
T'as dit qu'on ne prenait pas Higuain, moi je veux juste en parler vite fait. Higuain qui est vraiment dans un registre scoreur très efficace. Enfin, scoreur, on n'est pas NBA, mais 21 buts, 21 voilà, matchs. il plante quoi, Higuain. Et c'est cool de le revoir à ce niveau-là. Parce qu'on pensait qu'à Naples, il était parti s'enterrer. La Naples aujourd'hui est premier de la Serie A avec 2 points d'avance sur la Juve. Et lui n'en est pas pour rien non pas plus. loin aussi, il y a l'Inter pas loin. Il y a l'Inter pas loin aussi, mais l'Inter a perdu du terrain sur les 3-4 dernières journées. La Fiorentina Non, mais aussi, c'est intéressant qu'on ait mis ces deux. Merci Karl. Excuse-moi, il y a eu un bug. Merci Karl. c'est les aléas du Non mais direct. déjà il revient, il commence. Il va se calmer Karl. Tu hein. vas continuer Bon, à d'accord, oui. faire ton plaidoirie. C'est parce qu'il a fait l'avocat tout à l'heure. Bon, on s'en fout. Non mais voilà, donc Higuain et Dybala, c'était intéressant de les mettre à côté parce qu'ils sont tous les deux en forme. Et on dit souvent dans une grande équipe qu'il faut un bon gardien, un bon attaquant. Et c'est ce qu'a la Juve et Naples aujourd'hui. C'est ce qu'ont la Juve et Naples aujourd'hui. En tout cas, ils ont un grand attaquant tous les deux. Ouais, surtout qu'à Juventus, dans le secteur offensif, il y a quand même du monde. Mais Dybala, c'est vrai que l'année dernière, on s'est demandé si. Bon, on savait qu'il allait venir. Hein. Le deal était déjà presque fait en avril-mai. On s'est demandé ce joueur qui affolait déjà toute l'Italie par rapport à son âge et son potentiel. Alors voilà, puis Dybala, il n'est pas connu depuis hier. Hein. On connaissait déjà son profil. Après, c'est vraiment ce côté au moment où la Juventus commence mal sa saison et se rattrape et qu'un joueur comme ça porte son équipe alors qu'il est jeune. Et justement, c'est ce petit jeune joueur qui vient relancer la vieille dame, quoi. C'est beau quand même, je trouve. C'était à noter, c'est pour ça que j'ai préféré de le prendre. Parce qu'Higuain, voilà, ça fait des années qu'il joue au foot. Là, Dybala, on est en train de le découvrir. C'était intéressant de le mettre dans le zoom. Et tu peux aussi dire que tu n'aimes pas beaucoup. Oui, et tu peux le dire. Non, c'est pas que Dû j'ai aux pas relations dans ton cœur. compliquées avec Cristiano Ronaldo. Non, au-delà de ça, ils ont été partenaires. Voilà, ça, c'est quand ça rentre dans les combats médiatiques entre Messi, Ronaldo, les Argentins, les Portugais. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais non, c'est juste qu'Higuain, c'est ce mec-là qui est extraordinaire quand il est sur le terrain, qu'il est en forme, il est génial. Il est beau. Après, en dehors, j'ai un peu moins sa personnalité. Je trouve qu'il ressemble pas mal un peu à Van Nistelrooy. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus parce que sinon je pourrais passer la soirée ou une lettre ouverte d'ailleurs. Tu vas pas en avoir deux. Mais ce qui est intéressant, qu'une Je seulement. vais en garder ce une. qui est intéressant avec Dybala, c'est que la Juventus a réellement pris un joueur à fort potentiel et sur le long terme. Là où ils avaient pris Tevez, qui, à mon avis, a fait une super saison, Tevez, attention, mais qui était plutôt sur du court terme, Ouais, on savait qu'il voire allait moyen finir, terme. On savait que c'était bientôt la fin. Là, Dybala, ils ont vraiment un attaquant qui peut se situer et se placer dans les meilleurs en Europe dans les années à venir. Surtout que cette équipe de la Juventus est vraiment jeune cette année. Par exemple, les cadres de cette équipe sont tout simplement devenus, je parle pas des Chiellini, des Barzagli, Bonucci ou des Buffon qui sont évidemment des cadres, mais justement ce mix entre l'ancienne génération et la nouvelle, parce que quand même le duo Pogba-Dybala, le centre de Pogba pour Dybala, les deux se trouvent, on dirait cette espèce de duo de jeunes en Europe comme Aubameyang ou Reus. Il y a aussi les Alexandro qui viennent d'arriver, il y a beaucoup de jeunes joueurs comme ça, M Quadrado, et on sent que ces jeunes-là, ils ont apporté un petit coup de fraîcheur à la Juventus. Je pense que c'est ça qu'ils avaient besoin, parce que là, ils enchaînent leur 11e victoire consécutive, alors qu'au début de saison, c'était quand même, on s'est demandé comment est-ce que la Juve passe de la saison passée, tous les records, finale de Ligue des Champions, bon, donc perdu quand même, ils ont sorti une grande saison. Enchaîné avec ça avait déçu. Non, franchement, la Juventus, un beau collectif, bien mixé entre les anciens et les jeunes, c'est pas mal, et je pense qu'ils font bien de progresser comme ça parce que bientôt les vieux vont s'en aller. Voilà. Et puis bientôt, il y a le DC aussi, les phases finales. Et moi, j'attends de voir la Juve dans DC. les phases finales. Ouais. Ah oui. DC. Oui. Non, parce que j'ai entendu DC, je me suis dit putain, Non, t'as un parce mort que- chez toi. Non, Non, mais je sais d'accord. pas. Non, parce que la Juve. C'était vraiment nul. Non, mais attends, je vais expliquer. Karl. Non, il n'y a Non, pas besoin d'explication. Non, mais c'est pas ça, c'était pas une blague. Moi j'ai entendu DC, je me suis dit putain, il parle de mort, tu vois ce que je veux te Mais dire? Attends la fin de Oui, sa c'est vrai. phrase avant de- Mais c'est vrai. Karl, un pédagogue, va lui mettre un carton jaune. Non, c'est juste un petit avertissement. pour Avertissement. Ah, Donc. ça va. Non, voilà, parce qu'en fait, la Juve, on sait qu'ils sont allés en finale de Ligue des Champions l'année dernière. Mais là, en 8ème, ils rencontrent quand même le grand Bayern de Munich. Donc, ouais, tu peux faire ça, mais c'est quand même le Bayern de Munich. Ça va être compliqué à sortir. Donc, c'est pour Ah ça bah que moi, oui. j'attends de les voir dès le mois de février. Quoi. Alors, là, le Bayern, ça va pas être super évident pour eux. Je pense vraiment qu'ils vont se concentrer sur le championnat. Après, au petit bonheur la chance et aux bonnes surprises, hein, parce que Bah, comme l'année dernière, hein, ils bétonnent derrière et ils jouent en contre-attaque. Ça marque des buts, 1-0 final, et voilà. on Mais contre le espère que Bayern, ça va être plus compliqué déjà. Ouais, Donc, c'est pour pas ça. Monaco, c'est pas Voilà, Monaco. c'est pas Monaco, c'est pas. Tu vois. C'est pas un Real en méforme, non, on parle du Bayern.
On enchaîne avec le box-to-box. C'est une question qui nous a forcément titillé toute la nuit quand on faisait le programme. Parce qu'évidemment, on travaille très dur, très tard avec les gars de l'émission. Vraiment, c'est quelque chose. On s'est demandé surtout qu'est-ce qui se passe en Angleterre. La Barclays Premier League, elle est vraiment instable. Les quatre premiers sont toujours... à l'image de ce qui s'est passé ce week-end, voilà, un City qui fait match nul, Arsenal qui perd. On a l'impression que le titre, c'est une bataille, mais on dirait que à force de vouloir le titre, les équipes se mettent une pression et ils font des scores illogiques un petit peu. Donc, moi, je demandais pourquoi est-ce que les quatre, le Big Four anglais est aussi nul cette saison. D'autres me disent pourquoi est-ce qu'ils sont aussi irréguliers. Voilà, les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour commencer, ils sont aussi réguliers parce que c'est le fait que les petites équipes soient de plus en plus fortes, simplement. Elles se renforcent intelligemment. Bon, je vais épargner le mercato de Aston Villa parce que c'est un peu un fiasco. Ils ont fait un truc Ligue 1 avec Amavi, avec Verretou, avec Ayou. Bon, c'était pas super bien vu. Mais dans l'idée, les autres clubs se renforcent assez intelligemment. On l'a vu avec Watford, Leicester. Voilà, même Swansea avec la recrue avec l'achat d'André Ayou, c'était vraiment bien joué. Franck Tabanou moins parce qu'ils l'ont moins fait jouer. Southampton qui commence à monter ces dernières années. Voilà ça. Et puis Tottenham qui, par exemple, cette année qui est en train vraiment de se stabiliser et devenir une équipe compliquée à Tossen qui battre. vient de signer, qui va signer là cet après-midi à Newcastle. Newcastle, c'est ça. Newcastle, de toute façon, ils achètent tout le monde en tous les cas. Et voilà, pour montrer que ces petites équipes posent beaucoup plus de problèmes. Les Crystal Palace, les Watford, c'est des équipes compliquées à jouer et ça fait vraiment plaisir de voir ça parce qu'on dit que c'est le meilleur championnat du monde et quand on voit des petits mettre les gros dans l'embarras comme ça, leur tenir tête. Voilà, leur tenir tête, et c'est vraiment beau à voir parce que c'était chiant de toujours voir Manchester arriver champion ou Chelsea. Au bout d'un moment, il faut que ça change. Et quand tu vois les équipes comme ça les faire chier jusqu'à la 38e journée, c'est vraiment super. Et je pense qu'il n'y a que dans ce championnat-là que tu vois ça parce qu'en Espagne, Atlético, le Barça et le Real, ça perd beaucoup moins contre les petites équipes. Et en Angleterre, on l'a vu, Arsenal peut battre des Manchester City, peut battre des Manchester United, perd contre des Chelsea qui sont pourtant 14e. Et les Leicester, par exemple, cette année, c'est une révélation qui peut battre des grosses équipes aussi pareil. Ça se voit dans aucun autre championnat. Par exemple, en Ligue 1, Paris ne perd pas. Tout simplement. En Espagne, le Barça, le Real et l'Atlético Madrid perd beaucoup moins. Deuxième partie de tableau, ça gagne jamais vraiment contre les gros. En Italie, c'est à peu près pareil. Alors en Allemagne, j'en parle même pas parce que Bayern ne perd quasiment jamais. En Allemagne, il y a quand même des petites équipes qui sortent du lot et c'est pas comparable. Mais c'est pas comparable avec l'Angleterre. Donc voilà, l'Angleterre, un championnat que tout le monde aime voir. Et c'est vrai que pour que ça retrouve un peu de stabilité, il va falloir que les clubs du Big Four essayent de recruter beaucoup plus intelligemment et que leur formation des jeunes en fait soit beaucoup plus sensée, on va dire. Parce que là, quand tu vois les recrutements de Manchester United, par exemple, mais je sais que tu es pour Manchester, c'est pas pour incriminer tout comme Nico Akes, mais le problème c'est que voilà, quand tu vois les recrutements avec 300 millions d'euros à chaque fois et que tu n'as pas de défense à la fin, c'est compliqué d'aller chercher le titre quand tu peux pas défendre. Ça sert à rien d'acheter 55 attaquants. Il y en a vu l'échec de Falcao, il n'y en a pas eu qu'un. Donc il va falloir remettre de la stabilité et après ça va revenir tout seul, mais de toute façon là on se régale avec ce championnat de toute façon. Ouais, moi j'entends à propos de la Première Ligue que ce n'est plus le meilleur championnat du monde, qu'il a baissé. Moi je suis pas d'accord, je pense que juste on a grandi en termes de densité d'équipes. Comme l'a dit Thomas, des équipes comme West Ham ou comme Swansea ou comme des équipes qui jouent plutôt le maintien au départ du championnat sont capables d'aller embêter les grosses équipes qui elles à leur tour semblent diminuer pour des raisons différentes selon les équipes. Liverpool et Manchester United ont mal je dirais négocié une sorte de transition, l'après Ferguson pour Manchester United et puis Liverpool l'après bonne année avec Rodgers où ils ont failli gagner le titre. Chelsea est en difficulté aussi de par le problème avec Mourinho dans le vestiaire. On sait pas trop c'est pas réellement ce qui s'est passé. On sait que les joueurs avec Eva Carnero aussi, je sais que ça t'a marqué Thomas. Et dans le même temps, c'est vrai qu'on a une explosion de petites équipes, pas non plus beaucoup, mais je prends en compte Leicester qui doit normalement de manière fort logique descendre dans le classement et qui reste première. Ranieri fait du très bon travail. Ils sont portés par Vardy Mahrez, la doublette pardon, et ils sont plutôt solides. Donc aujourd'hui, tout est remis en question. Tout est remis en jeu et finalement, il n'y a plus de hiérarchie dans ce championnat.
qui ne perd pas de niveau, mais qui monte en densité, tout simplement. Alors, il faut quand même rappeler que, bon, parce qu'on a pas mal parlé de transfert pour expliquer, pour justifier un peu cette situation, je pense aussi que c'est une question de gestion d'effectifs, surtout. Parce que, évidemment, tu as des écarts de budget, tout simplement, entre deux équipes. Tu prends Manchester United ou les Manchester City qui peuvent se permettre dans un mercato de lâcher 300 millions. Tiens, je vais acheter un joueur 70 millions. Tiens, je vais acheter un joueur 40 millions. Bon, c'est intéressant. Pour moi, quand City achète De Bruyne, c'est un très bon achat. Quand City achète, parce qu'ils n'ont pas de deuxième attaquant et qu'ils ont peur que Agüero se blesse, ils achètent Bony 40 millions. Bony à ce moment-là, il valait les 40 millions par rapport au contexte de mi-saison parce qu'il avait fait une bonne première partie avec Swansea. C'est ce que je veux dire. Bon, ça après, c'est sur les gros prix. Moi, ce que je dis, c'est juste que par exemple, tu prends un effectif comme United ou comme City, tout simplement parce que c'est les plus gros effectifs en termes d'argent. Tu prends Arsenal en soi, Wenger, il a été intelligent. Franchement, je trouve qu'il a été très intelligent cette saison par rapport aux anciennes. Par rapport aux anciennes, je trouve que là, il a vraiment acheté ce qu'il fallait. Petit à petit, il a trouvé les Ozil, il a trouvé les Peter Sech, il a trouvé voilà. Mais par exemple, si là maintenant, tu dégages les deux entraîneurs des deux Manchester et que tu mets Guardiola à City, parce que c'est ce qui est prévu, voilà, on sait pas vraiment. United, c'est ça Et Mourinho United, bon apparemment, ça devrait être ça. Mais si tu mets ces deux gars-là, moi je pense que bizarrement, il y a moyen qu'ils fassent un peu mieux que ce que propose Pellegrini ou propose tout simplement Van Gaal qui lui carrément lui ses scores c'est tout simplement c'est le vide néant, intergalactique. c'est abyssal, c'est vraiment le mec il a carrément aujourd'hui il demande d'être démissionné, le club ne veut pas, voilà, jusqu'au bout on va te remercier, jusqu'au bout on va te faire Est-ce que tu peux tuer le club jusqu'au bout s'il te plaît? Non mais sans déconner les mecs, c'est ça pour dire que c'est pas forcément une question, il faut savoir gérer son effectif. Par exemple Mourinho cette saison, un très bon exemple, il n'a pas su gérer de la même manière qu'il faisait l'an passé son effectif cette année. Je pense qu'avec les joueurs qu'ont United, ils peuvent pas, ils peuvent pas être en dessous, par exemple, d'un club comme Leicester, Manchester City. Vu combien d'argent il y a sur la table, tu vois ce que je veux dire, ils peuvent pas se permettre de se faire accrocher comme ça par des équipes, même si c'est des matchs nuls, même si c'est des petits 1-0, des petites défaites un peu voilà. Ils se sont pris des gros scores comme City cette saison. United se sont pris un gros score contre Arsenal. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, il faudrait réfléchir à arrêter de mettre moins d'argent sur la table pour les transferts, mais plus par rapport à ce qui est derrière, tout ce qui est organisation, tout ce qui va être vraiment la réflexion par rapport au coaching. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que les équipes comme Leicester, il y a un an, Leicester, rappelle-toi, c'était l'équipe, on espère quand même qu'ils vont pas finir 17ème. Là aujourd'hui, on parle d'autre chose, on parle totalement l'inverse. Vardy était en tôle il y a 2 ans. C'est vrai. Ouais, donc, On pourra revenir. Je vois pas le lien logique, mais non, moi on non en plus, mais parlera après. c'était pour continuer sur ce que tu avais dit. Mais Mais pour en revenir à ce que tu as dit aussi, la gestion d'effectifs elle est très importante, ça c'est sûr. Mais là, tu m'as parlé de Mourinho et Chelsea, mais là c'était totalement la faute de Mourinho. C'est lui qui a amené son équipe et son club dans le mur. Parce que Il y a quelques joueurs arrogants aussi qui ont. oui, bien sûr, mais dans sa gestion lâché. d'effectifs, c'est bien beau de vouloir mettre les joueurs cadres sur le banc pour leur prouver que voilà, il faut se battre pour chaque week-end et chaque semaine à l'entraînement pour pouvoir gagner sa place. Mais quand tu les fais s'asseoir sur le banc 2-3 matchs d'affilée, c'est vraiment plus compliqué. Après, tu perds la confiance des joueurs. Et quand tu perds la confiance des joueurs et quand les joueurs ils veulent plus se battre pour toi, bah forcément, après sur le terrain, les résultats ne vont pas. Et après, tu peux que t'appuyer sur le soutien des supporters. On va passer maintenant à un championnat qu'aime beaucoup Kevin. Il l'aime beaucoup. La Ligue 1. Voilà. La Ligue 1. Mais pourquoi il l'aime beaucoup? Gisela Parce qu'il y a Zlatan. Gisela Printemps. Il y a Zlatan, je jongle 3 fois, je fais une petite passe sur le côté, tiens, Di Maria J'ai centre vu la ce moi à but. Matuidi et donne la moi pour Van Non, der mais il Wiel. aime même pas le championnat, il aime juste Paris de toute façon. bah bien sûr. Et alors, où est le problème? Voilà. Toi t'aimes pas la première ligue, t'aimes Je croyais que Arsenal, t'étais toi. chauvin. Je croyais que t'aimais Comment toute ça la je suis France. chauvin? Non, je n'aime pas toute la France. On aime le Non, football non. oriental qatari. Non, je rigole. Non, je rigole. Il y a eu Il y a eu un superbe but il y quand a eu même. un super match du Ah, Paris franchement, Saint-Germain. Paris Je pense que dans ce Il point y Ligue avait 1. 15 super buts, hein, le non, but de Di Maria aussi. Il est Ouais, magnifique, bah, les deux ça, Di ça- Maria. Attendez les gars, je propose qu'on en parle. On va en parler posément. C'était quand même un gros match parce qu'avant la réception d'Angers, on s'est demandé justement comment est-ce que les deux premiers du championnat vont s'affronter, même si on sait très bien que Paris était loin devant. Comment est-ce qu'Angers allait se confronter au Grand Paris? C'était pas non plus David contre Goliath, mais au final c'est ce qui s'est passé parce qu'Angers a vraiment pris ils ont pris une Mais avant le grosse match, déculottée quand même. c'était pas Angers les deuxièmes. C'était Nice, non? C'était si, si. Ouais, j'étais Angers 3ème, Angers. Et Nice 2ème. Ouais, je crois. Ah, ils étaient passés 3ème. Ouais, je Ouais, crois. mais ça se joue un point. De toute façon, Bah, ils sont ça descendus joue pas, Ils 4ème. sont descendus, voilà. Donc, Ouais. bah, Mais du coup, ouais, ils ont pris un bouillon terrible, c'est- Angers. c'est Le vrai. PSG a joué un sacré niveau quand Ils même. se sont Ça- amusés ça a avec le changé jeu du aérien. match aller, quoi, parce que le match aller, on était Ouais. resté sur notre fin. Tu vois, le match aller, il y avait 1-1 ou 0-0 0-0. 0-0. 0-0. Mais Paris avait dominé, mais il y avait Ouais, mais eu. ils un avaient match dominé fermé à cause de ils leur avaient dominé triomphe. sans marquer. On avait dit, ouais, dans Ouais, ce bien sûr. match-là, Non, mais bien sûr. quand on était champion, bah, tu sais, quand tu domines, c'est pas gagné, il faut marquer. Et là, ils nous ont tous fait taire parce qu'ils en ont mis 5 quoi, à la fin.
Et franchement, c'était un gros spectacle jusqu'à la 30e minute. Il se passait pas grand chose avant, je crois. Ouais, non, dès qu'ils Et ont après, marqué, dès qu'ils en ont fait, marqué, ça a commencé à dérouler. ouais, ça a C'était déroulé, assez ouais. stable. Angers, du moment de toute façon où tu leur mets un but, c'est. En plus, je pense à ça parce que le match du Paris Saint-Germain, moi, il m'avait beaucoup étonné parce que je l'ai pas vu. J'ai vu du coup juste après les buts. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'avais regardé sur Canal+ dans justement la database. Ils regardaient comment est-ce que comment prendre Angers. Et au final, on voit à chaque fois qu'ils sont toujours en train d'oppresser l'adversaire, les pousser à aller sur les côtés pour qu'ensuite, par succession de passes et d'occasions, le ballon finit par leur être avantageux et même sur des contre-attaques, là où ils marquent beaucoup. On connaît le côté un peu, voilà, désagréable à regarder. On a entendu les histoires avec Ben Arfa, avec Nice. Bon, dans ce match-là, au final, quand tu regardes c'est le but de Van der Wiel. L'action aérienne, elle est juste sublime et c'est exactement de cette manière-là que Angers était la plus vulnérable. Et c'était même le but de Di Maria, c'est sublime. C'est vraiment Paris Saint-Germain, en plus de dominer cette Ligue 1, ils ont compris cette Ligue 1. Ils peuvent même là la cumuler. Ils ont autant de points que l'OM et l'OL. Ça fait plaisir. Ça. 60 points. C'est quand même. C'est pas qu'ils ont dominé, c'est qu'ils dominent cette Ligue 1 à un point ridicule comme les. Ils ont plus. Parce que l'OM et l'OL, ils ont 29 points. Ils ont 30 maintenant. Avec L'OL et le. Ah oui, c'est ça. 30 plus 30, voilà. Et parce qu'il y a Et quand même Paris 60. et les médias anglais ont dit que c'était une domination qui en venait ridicule. Ouais. Bon, moi j'ai juste envie de dire quand même, le ridicule, c'est pas d'en parler parce qu'il y a comme des équipes derrière, il y a un minimum de respect à avoir. C'est bien qu'on fasse des pubs sur le respect avec la FIFA, tout ça, il faut que derrière on respecte un peu. Je pense qu'ils ont surtout compris cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Laurent Blanc, il maîtrise ses hommes et ça se voit sur le terrain. Et pour en revenir à ce que tu as dit sur la façon de pouvoir prendre Angers. Angers, on sait contre Paris, c'était une équipe qui allait avoir un bloc très très bas. Avec, comme on le sait, leur grand Shekendoy devant. Avec... Arrête de rigoler quand je dis Shekendoy. Leur 4-1-5 là. Avec quand ils vont tout balancer Avec sur leur lui, arbre, on dirait et ça Pandora va dans jouer- Avatar. Et ça va jouer autour de lui. Bon, là quand ils ont un bloc bas, et ben Paris, on voit que c'est pour ça qu'ils ont eu du mal d'être en première minute parce qu'ils pouvaient pas marquer à cause de ça. Mais dès qu'ils ont commencé à prendre leur chance de loin, ça a marché. On a vu, même si c'était pas le premier, avec les buts de Di Maria, tout ça, avec le but, l'action magnifique qui finit avec Van der Wiel, c'est ça. Dès qu'ils ont commencé à essayer de les mettre en difficulté en les faisant tourner la tête, tu vois, en allant très vite, en gardant le ballon, en faisant des dédoublements, côté, centre, tu vois. Là c'est bon, mais si c'est de rentrer comme ils avaient essayé de le faire en match aller, ça marche pas trop, ça bloque au bout d'un moment. Il est malade ou quoi, l'antillais là? Qu'est-ce qu'il fait? Non, T'as mais l'esprit je vais- très- juste 2 secondes. Je vais mettre 2 cartons là parce que c'est pas possible déjà pour ta blague de merde. C'était pas une Mais ça, blague. il était bien Non. calme le cas. Et Non. toi c'est pas la première fois que je te préviens, c'est la deuxième fois, parle dans le micro. Ah, ça c'est un carton pour ça. Ah, je vais te mettre un carton pour que tu comprennes c'était bien par qu'il faut rapport à que tu l'allusion parles dans le douteuse. micro. Excusez-moi. Ah non, vraiment. Non mais vous allez... Bon, ça on laisse. Ah non, mais attends, et moi c'était pas une blague, moi. Bah, en tout cas, les gars, on va parler plus sérieusement. Il y a quand même eu un autre match. Monaco s'est réveillé. Monaco a signé son meilleur match. Monaco est deuxième. On en parle des matchs de Jardine. À chaque fois, les gens disaient bon, il s'agirait qu'il passe la 4ème. Ouais. C'est que José tout mettre un peu au contact. C'est ça, comme dirait Non. Cazard, faut mettre les tuyaux bien montés comme ça. Bah, en tout cas, franchement, on regarde le match contre Toulouse. Je me dis juste, putain, les pauvres. Même Ben Yedder, vous avez vu Ben Yedder, il était nul. Bah, il s'est fait déconcentrer par Coentrao avant de tirer son penalty. Et C'est pas une excuse. Coentrao de Eh, retour, franchement- Bernardo Silva, Non, on ouais, l'a non, mais retrouvé. Monaco joue vraiment. Moutinho, on Sur présente ce plus. match-là. Bah, Sur ce match-là, Monaco a vraiment bien joué. Ouais. Non, mais- Après, le problème de Monaco, c'est qu'il manque de régularité dans le jeu. Des fois, Totalement. ils défendent, des fois, ils attaquent. Parfois, ils ont la possession, parfois, ils ne l'ont pas. Enfin, je veux dire, Monaco, Et quand ils attaquent, Non, mais au avec contraire, les joueurs qu'ils ont, ils seraient capables, pas d'être juste derrière Paris, qui est dans une autre planète, mais au moins d'être à 10 points derrière, tu vois, jouer un petit peu. Là, Monaco ne joue pas tout le temps. Et c'est dommage, parce C'est- qu'aujourd'hui, ils sont deuxième, je suis d'accord, mais ils pourraient faire beaucoup plus, Monaco. Vraiment beaucoup plus. Non, mais il faut prendre en compte l'effectif de Monaco aussi. Je suis désolé, mais ils ont pas le même effectif que. Ils ont, bah oui, ils oui. ont pas le même effectif que l'année dernière, tu vois. Devant, quand tu te retrouves avec des mecs comme Carrieux, comme Lassina Traoré, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir prendre les 3 points chaque week-end. Et c'est ce qu'ils essayent de faire tout le temps. Ils sont quand même deuxième de son championnat mais je suis avec des d'accord. joueurs. Ouais, voilà, avec des joueurs qui c'est très compliqué de s'exprimer offensivement avec ce genre de joueurs. Oui, tu vois. peut-être, mais du point de vue de l'effectif, tu compares au PSG, je suis d'accord, mais si tu compares au reste de la Ligue 1, ils peuvent faire beaucoup mieux, Monaco. Vraiment beaucoup mieux. Oui, bien sûr, mais C'est ils ça que peuvent je veux pas dire, toujours être au top. Tu vois, ils ont quelques joueurs comme Thomas Ils sont Lemar. pas assez réguliers. Thomas 39 Lemar, je points, trouve là. quand même. Ils ont 39 Thomas points. Lemar, je trouve quand même régulier quand même. Thomas Lemar, Bernardo Oui, Silva, oui, c'est des joueurs oui, qui sont quand même oui. réguliers que chaque match ils prouvent que voilà, c'est les pièces maîtresses de leur équipe. Bon, en tout cas, voilà, Paris-Monaco qui sont respectivement à la première et la deuxième place. Les choses sont remises un petit peu dans l'ordre parce qu'il y avait eu quand même des grosses surprises au niveau du classement. Ça se remet bien, voilà. Après, rien n'est encore joué en Ligue 1, si ce n'est que, enfin,
à partir de la deuxième place, parce que premiers, ils sont premiers, ils gagneront, voilà. Mais il reste quand même une lutte qui peut être intéressante dans l'autre partie du tableau. On poursuit avec de l'autre côté de l'hexagone et on va directement en Angleterre, au pays des bières. Des bières... Des bières, Des bières comment, distillées, Karl ? quoi. Des bières comment ? Parce que je sais que c'est un spécialiste des bières. La Belgique, c'est le pays de la bière, mais l'Angleterre, c'est le pays de la bière. 3 petits points et poursuit. De la bière mal distillée, je trouve. Très très forte, puissante, mais très bonne. En cas de derby, quand il y a un gros match. Ça, c'est bon, c'est toujours comme les Guinness. Je pense que tout le monde connaît les Guinness avec sa robe noire, noir mat limite. Donc bon, c'est très bonne bière, mais un peu lourd au bide. Je sais pas pourquoi tu m'as posé la question, mais voilà, parce ça me que fait c'est plaisir de te important. répondre. Le Ça foot me fait anglais plaisir sans de la te bière, répondre. c'est pas pareil. Effectivement, sans la bière, c'est pas pareil. Ouais, Karl, Exactement. il sent le football, il le transpire. Moi, je vous le suis dis. tout C'était ce qui est périphérique au football, quoi. C'était le point. Voilà. Voilà. Pas directement, mais voilà, en passant. Bon, allez, il y a eu le gros match, évidemment, qu'on était obligé de traiter aujourd'hui. C'est Norwich-Liverpool. Un scénario dingue. Carrément, Klopp en perd ses lunettes et les casse même. Un match dingue. Quand à la pause, il y a ce score-là. Et en fin de match, ça se termine en 5-4. C'est quand même exceptionnel. Vous avez pensé quoi de ce match, les gars ? C'est typiquement l'affiche de Première Ligue, quoi. Alors, c'est-à-dire qu'au niveau du football, c'est-à-dire dans le jeu, au niveau des passes réussies, c'est pas non plus exceptionnel. C'était un bon match, c'était correct, c'était pas non plus exceptionnel. Par contre, c'était vraiment spectaculaire, quoi. Tu sentais qu'il pouvait y avoir but à chaque occasion. Norwich qui mène 3-1, on se dit ça va être compliqué, mais Liverpool qui revient 3-3, qui montre vraiment de bonnes facultés mentales pour revenir dans ce genre de match. Et finalement, Norwich 4-3, oui, pardon. Liverpool 4-4. Et finalement, Liverpool qui l'emporte 5-4. Donc en fait, c'était un match typique de Première Ligue avec du spectacle. Pas forcément du beau jeu, attention, mais du spectacle. Klopp, tu l'as dit, a cassé ses lunettes. D'ailleurs, il y a une très belle image de Klopp qui a tourné sur les réseaux sociaux où avec la beauté du football d'ailleurs, et en fait il est en train de courir et il dit à ses joueurs venez comme pour le rejoindre en train de fêter ça, et j'ai trouvé ça génial, vraiment. C'est un entraîneur qui vit le truc, et je trouve que même si on peut être sceptique, il y a une vraie patte Klopp qui est quand même en train de s'installer. Alors Liverpool défend pas trop bien, ils encaissent beaucoup de buts, c'est le problème, mais c'est dû aussi à leur pressing, parce qu'ils font beaucoup de pressing pour récupérer vite le ballon, et du coup derrière ça laisse des espaces dans la profondeur. Ça s'est vu contre Arsenal, ça s'est vu contre Manchester. Mais c'est pour ça que leur détermination aujourd'hui, elle a payé ce week-end, et ça fait plaisir pour eux. Non mais encore heureux que Liverpool gagne ce match, parce que ça va revenir un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure, que les petites équipes qui mettent vraiment en difficulté les gros, parce que en termes de confrontation directe, Liverpool contre Norwich, c'est 11 victoires et Norwich 3 victoires seulement pour 3 matchs nuls. Et là, on voit que dans ce match-là, Liverpool prend la tête du match, se fait rattraper, doublé par 2 fois, enfin même 3. Et après, c'est un match complètement fou. Donc là, c'est encore pour une fois dire que ce championnat est exceptionnel, mais que les gros, c'est pas normal qu'ils fassent autant de faux pas, quoi. Qu'ils soient aussi fébriles défensivement. Parce qu'une équipe comme Norwich, qui a certes ses armes avec l'arrivée de Naismith, l'attaquant d'Everton, qui a tenté de faire Arsenal, je sais de quoi je parle. Tu m'étonnes. Donc voilà, c'était beau à voir, c'était un super match, c'était un super spectacle. Mais encore une fois, on voit que les gros sont fébriles et c'est pas super pour le championnat anglais, quoi. Il y a eu aussi Manchester qui s'est incliné sur sa pelouse face à Manchester United face à Southampton sur un but d'Austin. Voilà, Austin se fait plaisir parce qu'il venait de signer son premier match, il marque à la 87e dans une ambiance un peu particulière. L'année dernière, au même moment, Manchester et Southampton s'étaient affrontés, l'histoire se répète. Voilà, donc Van Gaal ne change pas, garde ton style, c'est super bien. Il y a eu aussi évidemment le gros match d'Arsenal, plutôt le gros match de Chelsea face à Arsenal, avec on va dire un gros flop là pour Mertesacker, et puis le comeback de Costa. Ouais. Costa, c'est depuis son retour 6 buts 6 matchs. Non mais Costa, depuis l'arrivée de Gus Hiddink. Gus Hiddink, pardon. Costa, on peut me prouver ce qu'on veut, on peut me dire oui, 6 buts 6 matchs, tout ça. Même moi si je suis supporter Arsenal, j'essaie d'être impartial, et je trouve que ce joueur c'est un bon buteur, c'est un bon renard, c'est un renard des surfaces, ça c'est sûr et certain. Mais ce joueur, je ne lui témoigne pas une grande importance et un grand amour, on va dire. Moi je vous trouve dur avec Arsenal. J'ai trouvé qu'ils avaient même ils ont joué avec à 10 contre 11, ils ont vraiment bien joué. Enfin, bien joué, mais j'ai trouvé qu'ils avaient des solutions, des occasions. Oui, on savait de toute façon, le match que Arsenal contre Chelsea, c'est jamais bien. Et Arsenal, il peut être premier du classement avec 10 points d'avance. Mais je suis d'accord. Contre Chelsea, ils seront pas bien. Ça, on le savait. Mais le truc que je veux dire, c'est que sur le carton rouge de Mertesacker, si on regarde bien en ralenti,
Il le touche pas Il y a vraiment. faute. Pour Il moi, il y a touche. faute. À vitesse réelle, il y a pense. faute. À vitesse réelle, il y a faute, il y a rien à dire. L'arbitre, C'est il vrai peut que les pas voir. ralentis, tu les Au vois, tu te ralenti, dis ça. nous, on mais- le voit, on voit au ralenti. Sur un il le Mertesacker, touche. Et on a des molécules, on il se, tu vois, touche vraiment on pas se beaucoup. bouge vers Ils l'avant. doivent vraiment le frôler, tu vois. Donc après, c'est normal, c'est un défenseur, Ça va carte vite. rouge. Mais un défenseur, ça n'existe pas cette Ouais, règle à la ouais. base, tu vois. Là, il peut aller au but, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il se fait pas rattraper, tu vois. Il y a rien Carte qui- rouge, c'est un peu dur. Après, c'est ce qui tue un peu le match, parce qu'après, on voit que Giroud est obligé de sortir. Même, Et on voit qu'il est dépité. il est hein, dépité, même un peu eu un regard avec Arsène Wenger. Ouais, C'est mais un petit peu malgré ça, Arsenal a bien réussi à. Moi, j'ai Malgré trouvé ça, très bon. Arsenal a essayé de remonter la Pour tête. moi, mais bon. c'était pas une bonne idée de coaching de sortir Giroud. Ouais, Même il si, a raison, Bruno, faut en parler. même si Paulista avait son intérêt, je pense. Ah mais Paulista quand fallait même faire que- rentrer parce qu'il fallait qu'il y ait une ligne de 4 derrière, ça c'est sûr et certain. Mais dans ce Après- cas-là, tu Non, te non, moi, redescends un milieu. Dans ce cas, tu j'aurais- redescends un milieu. J'aurais retiré un milieu, moi. Ouais, non, mais J'aurais je sais, pas non. redescendu, j'aurais Surtout face à retiré un Chelsea, milieu. Gus Hiddink, Non, mais quand non, tu mais connais quand la je dis logique de exactement. Gus Hiddink. Quand je vous dis faut faire rentrer Paulista, t'es obligé de le faire rentrer Paulista parce Non. que tu vas pas faire descendre un milieu de terrain pour le mettre numéro 5. Non, moi j'aurais retiré un milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Arsenal joue en 4-3-3. Non, mais On t'as sait pas compris que- ce que j'ai dit. J'ai dit t'es obligé de faire rentrer Paulista, mais pas la place de Giroud ou je sais pas quoi. J'ai dit il faut le faire rentrer à la place de quelqu'un, tu vois. Donc le milieu, tu peux le faire rentrer à la place d'un milieu, tu vois. Tu retires un milieu pour mettre Paulista derrière, t'es obligé de faire ça. Voilà. Parce que t'es obligé de jouer avec une ligne de 4. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Giroud, c'était peut-être pas le meilleur choix pour le faire sortir. Parce qu'on a vu quelques petites occasions en deuxième période où Giroud aurait été de très grande utilité. Non, mais c'est sûr. Ah, C'est et sûr. après, tu peux sortir d'autres joueurs. Tu peux sortir, tu peux sortir comme Bell. Tu peux sortir un milieu de terrain pour pouvoir. Ça, c'est les choix de Wenger. Ça, c'est Ouais, encore pour une qu'il y ait un fois. buteur devant, parce que devant on n'avait pas de buteur, on l'a vu à plusieurs occasions. Ozil qui devait jouer plus haut, qui devait jouer en tant que numéro 9, il n'était pas à l'origine des occasions. Ah, des Ozil, actions. il marque pas, il et passe. Ozil, pardon. Et Ozil, s'il n'est pas à l'origine des occasions, il peut rien Non, faire. mais le truc avec Arsenal aussi, ce que j'ai trouvé, enfin ce que j'ai constaté, c'est que cette équipe ne tire jamais au but. Face à un bloc regroupé comme ça à 10 contre 11, il faut absolument que cette équipe tire au but. Aujourd'hui, ils tentent la dernière passe, l'avant-dernière passe dans l'intervalle, mais faut marquer. Tu vois ce que je veux te dire, Bruno? Je vois totalement. Ça, il le faisait dans les autres matchs, quand ils avaient un vrai buteur, une vraie pointe devant. Là, il l'avait pas, donc forcément, si tu vas pas demander à Ozil de tirer de Mais n'importe où. pas forcément aussi, je veux dire, Bien t'as sûr. Chamberlain, t'as les Walcott, gars. ils ont des Mais bonnes frappes. Chamberlain, tu c'est vois. un mec qui percute. Les gars, on va c'est un mec qui enchaîner, on va enchaîner avec la Tenter. Liga parce que sinon, je vous connais, on va en parler pendant 3 heures de la frapper. BPL. On en parle d'Arsenal, c'est important. Bon, allez, on va parler du Real qui est de Zidane qui a connu son premier accro entre guillemets parce que moi ça m'énerve de parler d'accro. Voilà, c'est un match nul. Je pense qu'ils ont quand même, ils ont pas maîtrisé spécialement ce match, mais ils étaient quand même plus en confiance. Betis n'était pas très offensif. Voilà, il y a juste au début et à la fin, il y a eu 2 occasions donc voilà, je pense que le Real est passé à côté un petit peu de son match à cause de joueurs qui sont en méforme. Ça arrive. Ça arrive, voilà. Après, qu'est-ce que tu as pensé du match du Barça? Il y a eu un super but. De Léo, Léo petit Messi, Léo, et une super grosse bicyclette. hein. Ouais, mais Non, bon. à la différence du Real, Bruno, le Barça gagne même quand ils sont moins bien. C'est-à-dire C'est que ça. ce qui était particulier ce week-end, c'est que les deux équipes n'étaient pas dans un grand jour, mais le Barça engrange des points là où le Real en perd. Donc voilà, l'Atlético a perdu des points aussi, on l'a pas dit. Ah, mais l'Atlético. Dans cette course à Le Real 3. aurait Ce pu- match nul leur Le va leur Real faire aurait mal. pu marquer aussi, juste qu'ils ont été très maladroits. Voilà, c'est ça. Non, c'est exactement ça. C'est pour ça, c'est ce que j'ai lu un peu. Le seul truc où je suis d'accord un peu avec tout ce qui a été dit sur ce match-là, c'est que il faut vraiment que Zidane mette dans la tête de ses joueurs le fait que du moment où ils jouent plus à Bernabeu, c'est plus la même chose. On a l'impression vraiment que Ancelotti arrive vraiment à leur donner confiance. Parfois, ils faisaient même de très bons matchs, même sans être à Bernabeu. Là, c'est un peu différent. Mais en tout cas, on va enchaîner parce qu'on a beaucoup parlé de football européen, même s'il se passe de très beaux matchs, même si j'aimerais parler du championnat portugais, du hollandais, du championnat kazakh et du turc. On doit enchaîner On va avec, s'abstenir, on va s'abstenir. Ouais. avec les tops et les flops. Je vais commencer par toi, Kevin. Donne-moi tes tops ainsi que tes flops. Alors, mon top, ça sera Di Maria qui. Ça sera un top non seulement sur ce week-end, mais aussi sur les dernières semaines. Di Maria qui est le meilleur passeur de France, du championnat de France, pardon, qui est à 8 buts, donc c'est son record depuis qu'il joue en Europe. Donc voilà pour mon top depuis quelques semaines. Mon top sur ce week-end parce que tout simplement il a fait un match assez incroyable face à Angers. Alors oui, il y a les 3 passes aussi de Blaise Matuidi, mais moi j'ai voulu retenir le génie d'un joueur qui, à mon avis, à mon sens, je pense, peut faire passer un palier au Paris Saint-Germain. Et ce match contre Angers montre qu'il est bien intégré à l'équipe, il commence à comprendre ses coéquipiers, il privilégie le jeu collectif. Et donc C'est bien que ça le réussit. et si bien que ça lui réussit parce que lui, quand il joue simple, de cette manière-là, est très 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 fort, très performant. En flop, je vais mettre. En flop, j'ai pas vraiment. Qui je peux mettre en flop? En flop, je vais mettre. C'est compliqué en flop. Il y a eu des flops cette semaine. Quand même. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Moi, je vais mettre Chelsea. Enfin, je suis peut-être un peu dur avec Chelsea. Ils gagnent, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai trouvé cette équipe assez timide à 10 contre 11, vraiment. Là où ils auraient pu tout simplement faire le break, Ouais. marquer 2 ou 3 buts de plus
face à Arsenal qui était en difficulté. Et ben ils l'ont pas fait, ce qui fait que Arsenal aurait pu revenir dans ce match-là. Faut vraiment prendre en compte ça. Et moi j'ai été satisfait. C'était un maigre en 0, c'est vrai. Voilà, j'ai été satisfait du match d'Arsenal. Ils auraient vraiment pu revenir. Donc du coup, je mets Chelsea en flop. Parce qu'en fait, je vois pas le Gus Hiddink est arrivé, mais je vois pas de jeu différent que sous Mourinho. C'est Mikel. C'est pour l'instant le joueur qui va mettre en avant et en exergue, c'est Mikel. Pour l'instant, c'est vraiment la différence que je vois avec Costa. Thomas, tes top, tes flop, dis-moi tout. Bon, moi je vais faire Les un yeux dans top les flop. Moi je vais faire un top flop spécial Ligue 1. Regardez, il a peur du deuxième jaune. Il regarde le Libanais. Il a peur du deuxième jaune. Un spécial Ligue 1. Il a compris la leçon, je pense. Je vais mettre Mandanda en top parce qu'il est dans ce oui. Olympico qui n'était pas si spectaculaire que Comparable au Real Barça selon Olas. Non, voilà, qui n'était pas aussi spectaculaire que ceux qu'on a eu dans le passé. Mandanda a fait un match exceptionnel, a stoppé plusieurs occasions franches lyonnaises qui auraient pu donner les 3 points à Lyon, quoi, qui auraient même dû donner les 3 points à Lyon, parce que dans ce match-là, on peut en parler, même si Marseille a été plus en jouant en première mi-temps, en deuxième mi-temps, Lyon devait marquer les buts qui les auraient amenés à la victoire. Après, en flop, je vais mettre les arbitres Ligue 1. Parce que toutes les semaines, on en parle, on dit oui, il y a une erreur là, on dit ouais, il faut être indulgent avec les arbitres. Mais là, ce week-end, c'était très très compliqué pour nos confrères arbitres, on va dire. Parce que c'était, comment dire, Monsieur Gauthier, l'arbitre du match Lyon-Marseille, a été très en difficulté, surtout sur le tacle de Jérémy Morel, qui aurait dû se prendre un carton rouge à ce moment-là, parce que ça aurait pu complètement changer le match. C'est un tacle, les 2 pieds en avant, comment dire, les 2 pieds en avant, il peut casser la jambe du mec. Je comprends pas qu'il mette un carton jaune, même s'il est loin de l'action. Il voit que le mec reste par terre comme ça, il voit que l'action elle va super vite, t'es obligé de mettre un carton rouge. Après, il y a eu aussi le nouvel arbitre que j'avais pas souvent vu, mais je l'ai vu ce week-end, Monsieur Le Tessier, l'arbitre de quel match déjà? Le Tessier, l'arbitre de Montpellier-Caen, qui fait un match-up assez bizarre, il offre un penalty surtout. Il offre un penalty. Le fameux penalty. Non mais attends. Penalty de la controverse. Il offre un penalty complètement bizarre au Canet. Ils doivent jamais avoir ce penalty les Canets. Non, d'accord, mais là on est en Ligue 1 là. Parce que là t'as oublié une faute d'arbitrage qui est pour moi le vol de ce week-end. Non mais tout attends, simplement. non, juste Kevin, je sais pas pourquoi tu parles, parce que moi j'attends Thomas depuis tout à l'heure qu'il finisse pour te mettre un énorme jaune Ah bon? et Pourquoi te mettre par la même occasion en rouge, parce que Ah là bon il y a eu un geste très intolérable. D'accord, alors je veux juste Non, rajouter. y a rien. Avant de sortir. Regarde. Ah bah on t'entend plus. Ah bah c'est Voilà, bizarre, on les t'entend insultes plus. envers les présidents de club, même s'ils sont risibles, et ben ils passent pas inaperçus auprès de Caen. Ah bah non. Allez, je Non, t'en voilà, prie, Thomas, je suis désolé. Pour Caen, et voilà, c'est pas normal qu'il y ait un arbitrage comme ça. Je comprends la colère des Montpelliérains. Et surtout, pour terminer le match Guingamp-Bastia, on voit encore. Je sais pas si c'était. Voilà, Guingamp-Bastia, c'est pas normal. Le penalty. C'est un vol, mais interplanétaire. C'est n'importe N'oubliez quoi. pas que la Liga est Mais sponsorisée après, par Paris Sport. moi, après, ce qui m'a énervé, c'est que les Bastiais et surtout le gardien. Ce qui m'a énervé, c'est que les Bastiais et surtout le gardien Jean-Louis Leca disent oui, bah nous on s'enfilait tous les week-ends. Je suis désolé, c'est pas les seuls en Ligue 1 à subir des fautes d'arbitrage. Il y a d'autres équipes qui subissent des fautes d'arbitrage. Et là ils disent, après ce qui m'énerve c'est ce qu'ils disent, ouais bah on va jouer Lyon la semaine prochaine, donc peut-être que puisqu'il râle tout le temps, et ben on va pouvoir avoir 2-3 fautes d'arbitrage, on va peut-être avoir un penalty. Si t'as pas de penalty, parce que tu les crées pas tes occasions pour avoir les penalty. Donc tout simplement, moi il y a mes flops, c'est surtout les arbitres qui se réveillent un peu, parce que à la dernière Coupe du Monde on n'a pas eu d'arbitre français qui nous ont représentés là-bas au Brésil, et c'est inquiétant, et faut que ça change quoi. Les gars, comme vous le savez à chaque fois, pas de La top, lettre. pas de flop pour moi. La lettre est ouverte. Aujourd'hui, ma lettre ouverte n'est pas adressée à des joueurs de football. Ma lettre n'est pas non plus adressée à des entraîneurs, ni à des présidents, ni à des mafieux qui tiendraient les ficelles du football napolitain, ou même voilà, plus largement en Amérique du Sud. Aujourd'hui, je pose mon coup de gueule envers les journalistes, parce que je suis en études de journalisme comme tous mes camarades et mes confrères, et on lance une belle émission avec du cœur, de la passion, on essaie d'y mettre vraiment ce qu'on a dans les tripes, et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui il y a du déchet en permanence, surtout sur internet. Parce que le problème, c'est que j'en ai marre de me coucher, de me réveiller,
d'ouvrir un ordinateur, d'ouvrir un malheureux smartphone et toujours voir les mêmes articles bidons. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a cette obsession de faire le buzz, il y a cette obsession de faire des articles, parler pour rien dire. Ce n'est même pas s'exprimer, ce n'est même pas penser, c'est mettre un point d'interrogation en fin de phrase par exemple, ou alors même au-delà, c'est faire des rumeurs pour je ne sais quoi, pour essayer de créer du favoritisme ou essayer par exemple, je vais prendre un exemple, je tombe sur des articles sur des rumeurs autour de Ronaldo qui touche pas au football, alors que c'est des sites qui sont censés parler de contenu footballistique. J'ai envie de dire à ces journalistes, je sais pas, il y a un moment où tu as fait ça pourquoi ? Pour bosser pour Closer, section foot, je comprends pas. Franchement, quand tu fais des articles pour parler de la vie privée, comme quoi il ferait ci, comme quoi il ferait ça. En plus, je vois même parfois des titres mensongers, c'est-à-dire que dedans on te donne une information alors qu'on sait que c'est faux. C'est du niveau de The Sun, c'est du niveau mais ridicule. Aujourd'hui, j'ai envie de voir des articles. Pas forcément des dossiers, il n'y a pas besoin de faire des dossiers super longs pour faire un bon article de football. Mais aujourd'hui, j'en ai marre de voir sans cesse un mec qui va faire un mauvais match. Alors qu'il sort d'une série de 28 bons matchs, il va sortir 2 matchs un peu moyens, un peu voilà, le mec, il va se faire oublier. D'un coup, on va lui tomber dessus. C'est cette hypocrisie de ces nouveaux journalistes, par exemple, sur Internet. Par exemple, voilà, on prend un exemple. Téléfoot, j'aime beaucoup à la télé, il n'y a pas de souci. Mais sur Internet, c'est d'un niveau, ça vous parle du dernier runner que s'est acheté tel joueur, de la dernière BMW que s'est payé tel joueur, le dernier cadeau pour la mère de Ronaldo. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Parlez-nous de football, parlez-nous de composition. Permettez aux jeunes d'aujourd'hui de comprendre les structures, les instances du football avant de leur parler de tout ce qu'on voit en apparence. Parce que le problème, c'est que vos articles, ça ressemble au Instagram du sport. Vos articles, c'est de la pornographie. Vos articles, c'est de la merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Continuez à produire de la merde, c'est vraiment tellement beau à voir. C'est tellement plus facile qu'écrire de la qualité. Ouais. Là-dessus, je vous passe un gros bisou et puis changez pas, restez comme vous êtes. Franchement, vous êtes au top. Pour rester sur ce qu'a dit Bruno, enfin pour modérer parce que je vais pas répéter, sinon je vais me faire encore sortir. Je pense que sur les réseaux sociaux, sur certaines pages, Eurosport, Téléfoot entre autres, on perd tout sens de l'information en fait, et on donne des sortes de rumeurs ou même de renseignements sur en effet des vêtements, des chaussures, enfin des trucs comme ça. On perd alors, donc en fait le travail de journaliste n'est pas forcément fait puisqu'on perd tout sens de l'information et du coup moi je trouve ça dommage que les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui pour moi la première source d'information soient dégradés de cette manière. Aujourd'hui on n'est plus, quand on arrive sur une page Eurosport, alors attention il y a des journaux, l'équipe, tout ça, ça reste quand même très bon. Mais je prends par exemple Eurosport parce que je vois certaines rumeurs, des fois Ronaldo qui l'envoie au PSG. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce qu'on s'en fout et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est tout le temps donc, conditionnel. C'est de la non-information ou c'est de l'information débile. Donc voilà. C'est le besoin permanent de faire un article instantané. C'est-à-dire, dans l'instant T, il se passe ça. Demain, on apprendra que c'est faux. Hier, on savait déjà que c'était faux. Hier, on en commence à en parler. Aujourd'hui, il faut que j'en parle pour que je sois le premier à avoir au moins lancé la rumeur. Ce matin, j'étais sur Twitter et j'ai vu un truc comme de Foot Mercato, qui disait Van Gaal a démissionné. Là, on apprend il y a quelques minutes que non, il n'a pas démissionné, qu'il s'est fait refuser sa démission. Voilà, donc après, on va dire les gens. Et ça, c'est de la merde. Ça, c'est spécifique de Foot Mercato, ça. Tout le temps, le premier sur l'info, alors que c'est même pas vérifié. Même ça pas fait longtemps que je m'en suis éloigné parce que malheureusement, j'imagine qu'il y a des mecs qui font un très bon boulot. Mais quand tu as 5 papiers par jour où tu as juste envie de tout casser, c'est bon. Il y a un moment où. Voilà. Non, il y avait aussi un truc que je voulais éclaircir. J'ai fait une boutade, je pense, tout à l'heure dans mes flops. J'ai dit qu'il y avait un penalty non sifflé, un penalty sifflé pour Caen qui était inexistant. Et je me suis trompé, c'était le match avec Bastia. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit. Ouais. Et c'était mais il y avait eu de grosses fautes. En fait, je voulais parler de ce match-là parce que dans ce match Montpellier-Caen, il y avait eu de grosses fautes d'arbitrage à l'encontre aussi des Montpelliérains. C'est pour ça que je voulais en parler. C'était des faits de jeu c'est des faits de jeu grotesques que n'importe quel débile devant sa télé a vu alors que l'arbitre était plus proche que nous quoi. Donc c'est tout simplement je voulais juste remettre remettre les points sur les i en fait. Exactement. Monsieur le présentateur, au lieu de prendre des snaps. Franchement, non mais justement en parlant de snap, les gars dans le studio radio, les snaps ils chargent pas, j'arrive pas à lire les miens moi. Et tu penses que c'est important ce que tu viens de dire ? Je sais pas. Est-ce que ça fait avancer l'émission ? D'ailleurs, on va passer à la suite de l'émission. Il reste plus rien parce que c'est la fin. Voilà, je vois qu'on suit bien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission, d'être aussi nombreux à chaque semaine. Merci beaucoup, on vous embrasse très fort. Allez, gros bisous. Une bonne semaine de football, on se retrouve
retrouve mardi prochain. Comme d'habitude. Et j'ai un petit mot. Un petit mot pour conclure à tous les bon, maintenant téléspectateurs, on va dire. Peut-être, je dis bien peut-être, la semaine prochaine. El ojo. El ojo. El ojo Des Carlo. Peut-être. Peut-être l'œil de. Alors on va L'œil traduire. Alors là, le Carl. spoiler, je sais pas comment. Je pense que la semaine prochaine, il y a du très très lourd. Donc la semaine prochaine, on vous attend. Soyez là parce que ça promet d'être très très lourd. Allez, à ciao, bonsoir. Allez, ciao. Ciao. Salut. Double P. Ya. Le temps est bon, je me tire un coup, prédit un coup d'état. Gros, j'ai mille et une idées pour faire de ce monde un monde meilleur. Dans tous les cas, ça ne pourra pas être pire que sous Adolf Hitler, Castro ou leurs compères globes idéaux. Jouer plutôt aux jeux vidéo, merde. J'évite les types avides de fric et de femmes. Germe dans ma tête des idées malignes validées par la bulle. Dans ce cas, j'annule le projet initial et je m'immisce là où l'illicite est sollicité. Tard le soir, je suis pas pressé la détente. Stressé, j'appréhende les débats gênants après des déboires mêlant Monster et vodka. J'aimerais qu'on me dise que tout ceci n'est pas réel, que le mec était pas réveillé quand il a dessiné la tour de Pise en temps de crise. La foule s'affole et frôle le drame à diverses reprises. Fumer un tard au lieu de foncer dans le tabac, l'hiver les sottises. À la télé ou sur ton portable, avise le vice, évite les flics, médite, mais dire c'est normal.